Bienvenue dans notre émission La Minute Fiscale Racine. Au menu aujourd'hui, une question. Déductibilité des charges financières, est-ce la fin du casse-tête? Pour y répondre, avec moi Fabrice Rimars, bonjour. Bonjour Laurent. J'évoquais pour commencer un casse-tête. De quel casse-tête il s'agit alors? Alors le casse-tête dont on va parler aujourd'hui, c'est celui de la déductibilité des charges financières pour les entreprises. En effet, le législateur a, depuis pas mal d'années, accumulé les dispositifs, il les a empilés avec un objectif évident, limiter au maximum la déductibilité des charges financières. Alors, ce dispositif comprenait un dispositif lié sur un ratio d'endettement, la limitation des intérêts dans le cadre de l'intégration fiscale, le fameux amendement Charras, un autre lié au financement dans les groupes internationaux, l'amendement Carrez, un autre sur les dispositifs anti-hybrides, et enfin, un des derniers, le rabot fiscal, qui tendait encore une fois à limiter le montant global des intérêts déductibles pour les entreprises. Alors, si j'ai bien compris, on simplifie, ce qui est très rare en matière fiscale. Alors à qui on doit ça? Alors effectivement, c'est rare que l'on simplifie. On le doit à l'Europe. C'est la transposition de la directive ATAD qui a permis finalement ce toilettage, enfin plus qu'un toilettage, c'est vraiment une remise à plat du système, puisque à l'exception notoire de l'amendement Charras et du dispositif anti-hybride qui demeure, l'ensemble du régime a été entièrement refondu sur la base de cette directive. Alors, qu'est-ce qui ressort de ce nouveau régime applicable? Alors, ce qui en ressort, et je pense que c'est peut-être le plus important à souligner, c'est une réelle capacité pour les entreprises à déduire plus de charges financières, en tout cas de façon plus évidente et plus simple. Le mécanisme fonctionne dans un premier temps de la façon suivante. Toutes les entreprises pourront déduire leurs charges financières nettes dans la limite d'1 million d'euros ou 10% de leur EBITDA fiscal, quelle que soit l'entreprise. Ensuite, on va devoir s'interroger sur le caractère sous-capitalisé ou non de l'entreprise. Si l'entreprise n'est pas sous-capitalisée, s'ouvre à elle la possibilité de déduire beaucoup plus de charges d'intérêt, puisqu'elle pourra déduire 3 millions d'intérêts par an, ou dans la limite de 30% de son EBITDA fiscal, avec même une possibilité de déduire 75% des intérêts qui ne seraient pas déductibles dans la limite de ce plafond de 3 millions ou 30%, en démontrant que finalement son endettement est inférieur ou égal à celui du groupe consolidé. Si je schématise un peu le dispositif. Et donc, pour les sociétés sous-capitalisées, il existe toujours des règles particulières? Alors, bien sûr, il existe des règles particulières, mais qui ont été plutôt bien conçues par le législateur et aménagées de façon assez intelligente pour éviter l'effet cliquet non sous-capitalisé et sous-capitalisé. Je vais essayer de ne pas rentrer dans trop de détails parce que ça pourrait être un peu fastidieux. En gros, pour les intérêts qui relèvent d'emprunts intragroupe, de ce que l'on appelle communément les dettes liées. La limite de déductibilité sera celle de 1 million ou 10% de l'EBITDA fiscal. En revanche, il y a une possibilité de déduire plus facilement et de façon plus importante les intérêts liés à de la dette bancaire, puisque là, on rebasculera sur le plafond de 3 millions d'euros ou de 30% de l'EBITDA fiscal. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe toujours une limite de taux d'intérêt déductible? Alors, oui, c'est effectivement finalement le point de départ quand on analyse les problématiques de déductibilité des charges financières des entreprises. Ce dispositif n'a pas été modifié et c'est dommage finalement que le législateur n'en ait pas profité pour à tout le moins apporter des précisions, parce que, je le rappelle, la règle, c'est que le taux d'intérêt déductible est le taux que l'administration publie trimestriellement, qui est assez faible. Aujourd'hui, on tourne autour de 1,5. Avec la possibilité néanmoins de retenir un taux plus élevé, si l'on est en mesure de démontrer que c'est un taux de marché, ce qui est en pratique extrêmement compliqué, puisque l'administration fiscale a une lecture extrêmement restrictive de ce dispositif et de l'appréciation d'un taux de marché. Dès lors qu'on n'est pas en mesure de produire une offre
d'un établissement bancaire présentant les mêmes conditions de financement que celles qui ont été mises en place par le groupe, ce qui est en pratique très très compliqué, l'administration a tendance à rejeter la déductibilité de taux supérieurs, et quand bien même elle produit par exemple des études de prix de transfert. Donc on aurait aimé quand même un assouplissement sur le sujet. On peut espérer ou pas que l'administration fasse preuve d'un peu d'évolution sur le sujet et finalement tienne compte de la réalité économique, puisque vous ne pouvez pas appliquer le même taux à un prêt bancaire qui est sécurisé, donc assorti de tout un tas de sûretés, à celui d'un prêt accordé par un groupe qui prend un risque de financement, puisque finalement il n'a aucune garantie sur ce prêt. Voilà. Je pense qu'une bonne réforme, mais peut mieux faire encore. Oui, on disait qu'il y a toujours un peu de place pour l'amélioration. Ouais. Fabrice Rimars, merci. Merci Laurent. Et à très bientôt pour une prochaine émission, la Minute Fiscale Racine.